Nul ne chantera de chansons en notre mémoire. Nous sommes les seuls à porter notre deuil. Nos traditions et nos souvenirs ne vivent que dans les présentes annales, les annales d'Opale. Bonjour et bienvenue au Coin du Feu pour ce nouvel épisode des Annales d'Opale. Comme d'habitude, je suis avec mon comparse Ethno. Bonsoir, avec l'accent marseillais, je sais pas pourquoi, je suis désolé. Bonsoir, voilà, ou bonjour. Je sais pourquoi, c'est parce qu'il fait beau. Ouais, c'est vrai, en plus, il y a un brin de soleil qui vient d'arriver là. Ah, moi, le soleil me chauffe le dos. Ah bon. C'est bien parce que systématiquement, on fait un point météo en début d'émission. Comme les vieux, quoi. C'est ça. Bah, on est un peu vieux quand même, faut le dire. Toi, du haut de tes 80 ans... Commence pas à m'énerver d'office, là, c'est pas sympa. Bon, j'allais te dire un truc, il y a que la vérité qui fâche, etc. Mais en fait, même les mensonges, ça fâche. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, je vous propose de pas trop tergiverser et de commencer l'épisode, parce qu'à chaque fois, on se dit, ouais, on va faire moins d'une heure, tu vas voir, en une demi-heure, c'est ok. Mais pas du tout. Bah, comme d'habitude, hein, je vais vous parler un peu d'actualité. On va faire dans le local, le régional, parce que je vais vous parler... des aventuriales de Ménétrol. Oula. Est-ce que tu sais où se trouve Ménétrol sur la carte de France? Bah, si je le disais, de toute façon, ça serait plus une surprise pour personne, donc je vais me taire et je vais te laisser nous expliquer. Eh bien, figure-toi que c'est un peu au nord de Clermont-Ferrand. Oh, la bonne nouvelle, dis donc. Voilà, donc cette information n'a aucune utilité, mais bon, si un jour quelqu'un vous demande où se trouve Ménétrol... Super nom en tout cas. Ouais, magnifique. C'est vraiment top. Ouais. Ça peut aussi vous servir si vous comptez donc aller aux Aventuriales qui vont inaugurer en 2021 leur 7e édition quand même, c'est pas rien. Ouais, oui, c'est pas faux. Qui se déroulera du coup le week-end du 25 et 26 septembre 2021 donc. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que ouais, vous allez me dire, il y a plein de manifestations littéraires qui se passent en France. Bah déjà parce que c'est en Auvergne et que j'aime bien l'Auvergne. Ça suffit déjà pour balancer une news dessus alors. Exactement, et que finalement les annonces de ce type-là sont pas légion en ce moment pour les raisons évidentes de Covid, et que bah je me dis ce serait bien, parce que là dans la communication qu'ils ont faite, ce sera un événement physique. Tu vois, ils disent pas on fera ça en visio, il y aura des conférences en visio, des trucs numériques, etc. Là, a priori, ils tablent sur le fait qu'en septembre 2021, on en est fini avec la Covid. Ouais, c'est beau, j'adore. Ça, c'est de la SF. Ça, ouais, clairement. Et ça, en fait, ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ils prévoient un truc, ok. Bon, tant mieux. Un autre élément qui m'a fait dire que ce serait un peu important d'en parler, les organisateurs ont déjà présélectionné et publié la présélection des ouvrages qui vont être en compétition parce qu'il va y avoir un prix pour les aventuriales. Et parmi les présélectionnés, il y a les Chaînes du silence de Céline Chevet. Ah, chouette ça. Et plus globalement, en fait, les livres qui ont été sélectionnés, de ce que j'ai vu, c'est plutôt des petites boîtes d'édition. C'est assez cool, quoi, que ce soit... C'est ce qu'on aime, ouais. Ouais, puis que du coup ça fasse la part belle un peu à des maisons d'édition qui ont peut-être pas la même force de frappe que d'autres. Ouais, je trouvais ça plutôt intéressant comme concept. Alors après, je suis pas allé voir chaque maison d'édition, mais il y en a peu qui me parlaient de manière vraiment évidente. Alors en plus, il me semble que une bonne partie des auteurs sont francophones, si ce n'est la totalité. Voilà, là c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que j'ai vu l'annonce tout à l'heure, donc j'ai pas pu faire un travail d'archéologie. Entre le dessert et le café, tranquille. Au total, ce sera quand même pas loin de 16 ouvrages qui seront en compétition, mais il y en aura seulement 6 qui seront présentés aux médiathèques partenaires qui vont servir en fait de jury final. C'est-à-dire qu'il va y avoir des comités de lecteurs et de lectrices dans ces médiathèques, et c'est eux qui vont définir qui va remporter le prix. D'accord. C'est toujours bien quand t'as des grands noms du monde du livre qui élisent les livres, enfin qui votent et qui choisissent. Mais je trouve ça bien aussi que les lecteurs, surtout dans ce cadre-là qui a l'air justement assez local, ou au moins français, ce soit des lecteurs comme toi et moi qui peuvent mettre en avant un ouvrage qu'ils ont apprécié. Et peut-être que parfois dans ce genre de compétition, t'as un aspect un peu... je dirais pas politique, mais tu vois,
un auteur va plutôt être récompensé qu'un autre pour des raisons pas que littéraires, on va dire. Je mets entre grosses guillemets parce que je ne pense pas que ce soit une norme ni quelque chose qui se pratique beaucoup pour les prix, en tout cas dans les littératures de l'imaginaire. Mais là au moins avec ce genre de sélection, a priori, voilà, au moins que tu tombes dans la médiathèque à côté de là où la personne qui a écrit un bouquin va tous les samedis, tu vois. La mafia locale, tu sais, la mafia de la médiathèque locale qui vient mettre son nez dedans et tout. Ah, je vois le truc. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux proposer ta médiathèque parmi les institutions qui votent, quoi. D'accord. Bon, évidemment, faut qu'ils soient d'accord, mais voilà, tu peux présenter s'il y a rien dans le coin qui participe à ce concours-là, bah, c'est possible. Il y a un autre élément qui est assez important et intéressant. En fait, les Aventuriales, c'est aussi une association qui propose également des recueils de nouvelles. Donc à ce jour, il y en a 2 qui sont en fait composés de textes d'élèves, donc des élèves auvergnates qui sont soit au collège, soit au lycée. Donc ces recueils sont intitulés Graines d'imaginaire, Graines d'imaginaire. Et comme je disais, ouais, donc le premier recueil a été publié en 2018 et le second cette année en 2020. Et donc les premières parutions devaient être données pendant les Aventuriales de cette année, qui se sont déroulées en septembre également. Mais je crois qu'il y avait des coquilles, donc ça n'a pas été imprimé tout de suite. Enfin bon. Donc voilà, c'était ma news. J'étais assez surpris en fait que ça arrive sur mon fil d'actualité, parce que c'est souvent comme ça que je sélectionne. Je cherche un peu sur le net et puis j'essaie de recouper quand je vois une information qui tombe souvent. Je me dis que ça peut être intéressant d'en parler. Et celle-là, ouais, elle est passée comme ça en coup de vent, et je me suis dit tiens, c'est marrant parce que ça parle de petites éditions, d'événements physiques là où tout passe par le virtuel à cause de la crise sanitaire. Voilà, je trouvais ça intéressant. Ouais, non, c'est très bien. Et d'autant plus qu'il y a, bah voilà quoi, Céline Chevet, pour ceux qui le savent pas, on a chroniqué son bouquin, donc Les Chaînes du Silence, et il y a une interview aussi qui traîne quelque part entre 2 épisodes. Et non, gros talent, hein, franchement. Et puis la discussion était assez intéressante. Ok, bah à voir en 2021, alors en espérant que tout ça soit rentré dans l'ordre. Hein. Bah peut-être qu'on se retrouvera tous les deux à Ménétrol et qu'on vous fera une couverture en live. Voilà, ouais, on prendra au moins une photo devant l'entrée, tu sais, comme ça se fait beaucoup devant Ménétrol. Ouais, je pense qu'on n'y sera pas, mais on peut toujours faire rêver les gens. Hein, ça fait loin de chez toi en plus. Ouais. Bon, pour ma part, je vais vous parler des parutions, parce qu'il y a quand même un ou 2 trucs, et on va revenir sur Céline Chevet, d'ailleurs. Donc je vais commencer par ça, hein, parce que bon, il y a le 14 octobre qui sort, Sous les sabots des dieux, donc de Céline Chevet. Donc bah voilà, j'en parle parce que comme je le répète encore une fois, on avait chroniqué et interviewé Céline dans l'émission. Donc ça sort aux éditions du Chat Noir. Et bah du coup, pour connaître un peu plus le pitch, je vous laisse vous référer à l'interview, parce que du coup elle en dit beaucoup dessus, enfin beaucoup, elle nous en dévoile déjà un peu plus. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous en dire. Et ça a l'air costaud quand même, c'est assez velu hein, au niveau de l'histoire, parce que ça parle de religion, ça parle d'état, tout ça, c'est vraiment, je pense que ça va être quelque chose d'assez conséquent. Et je vais vous parler aussi d'une autre sortie qui va sortir elle, le 15 octobre, aux éditions Calidor. C'est Soroé, la reine des Atlantes, et vraiment un très beau bouquin, hein, ça il faut le dire que cette maison d'édition sort quand même des trucs qui sont vraiment assez classieux. Donc ça a été écrit par Charles Laumont et Pierre-Barthélemy Guessy, j'espère que j'écorche pas le nom, en 1904, donc ça commence, c'est plus vieux que moi. Je la sors avant que tu le dises, hein, parce que sinon... je n'ai rien dit. Non, tu penses trop fort. Et ça sort dans la collection L'âge d'or de la fantaisie. Et c'est des illustrations de Valérian Rambaud. Et c'est de la fantaisie épique. Donc je veux pas dire trop de conneries, mais il me semble que c'était quelque chose qui était sorti un peu avant... Enfin vraiment le premier récit limite de fantaisie épique... Il me semble que c'était sorti avant Tolkien, si je me souviens bien, ce qui était marqué sur le... Oui, bah de toute façon... Sur le site, ouais. Oui, en fait... On occulte souvent toute la première vague, on va dire, de récits fantastiques qu'on classe dans la fantasy, donc plutôt épiques, qui s'inspiraient souvent des textes médiévaux ou de ce qu'en avaient fait les différents nationalismes. Je pense au Kalevala, par exemple, au 19e siècle, qui est vraiment un texte qui parle de choses
parfois des récits anciens, mais qui ont été retravaillés, qui ont été séquencés différemment. Des fois même, ça vient de différentes sources, donc il n'y a pas vraiment de logique que ça s'imbrique, mais on les imbrique comme ça pour faire un tout cohérent, on va dire. Et ces épopées nationales, elles ont souvent cette espèce de souffle épique. Et j'ai l'impression que pour avoir lu pas mal de livres du début du 20e qu'on classe dans cette espèce de fantasy épique pré-Tolkien, on va dire. Ouais. On a souvent ce ton épique de l'épopée, etc. Qu'on retrouve aussi chez Tolkien dans le Seigneur des Anneaux pour le coup. Mais c'est logique, hein, c'est une continuité historique et littéraire. Donc. Tolkien a plusieurs fois dit qu'il s'était inspiré de certains textes. Je pense notamment au Serpent d'Ouroboros de comment il s'appelle, c'est Edding, je crois. Je crois que c'est Edding. Qui est une inspiration à la fois pour Tolkien et pour Clark Ashton Smith aussi. Donc comme quoi il y a vraiment eu quelque chose avant ces auteurs classiques, on va dire. Oui, il y a eu avant, oui, ça c'est forcément. Et c'est moins connu, mais c'est assez intéressant aussi. Je pense que de toute façon on aura l'occasion de reparler de cette période-là et de certains ouvrages. Donc on va même carrément en parler du bouquin, hein, parce que je devrais le chroniquer dans les prochaines émissions. Donc voilà. Moi je suis en train d'en lire un autre, mais c'est dur. C'est-à-dire là je suis sur le Serpent d'Ouroboros justement. Ouais, ok. Alors je lis une version anglaise et le texte est alors je crois qu'il a été un peu remanié, mais c'est quand même assez daté niveau anglais. Ouais. Et c'est pas toujours évident. Si toi tu dis ça, ouais, d'accord, ok. Faut même pas que j'essaie. Mais si de toute façon ça vous rebute, ils ont sorti les 2 tomes. L'édition Calidor a sorti les 2 tomes. Ouais, j'ai vu ça aussi en français. C'est une nouvelle traduction, il me semble d'ailleurs. Ok. Donc voilà, faut pas se priver. Et les ouvrages sont beaux. Il y a une plus-value, on va dire, que d'avoir des livres de cette édition-là. Et ils sont pas beaucoup plus chers que d'autres bouquins. C'est vrai que ça fait toujours joli dans la bibliothèque, hein. C'est ça. Alors moi, je suis un adorateur des livres de poche, mais ça c'est ma consommation du livre qui fait ça. C'est une autre classe, quoi. C'est un autre niveau. Tu sais, moi j'aime bien le sortir de ma poche comme ça un peu partout, lire 3-4 pages et puis le remettre, hop. Tout corné, tout jaune. Bon, on va attaquer les chroniques alors. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas décidé de l'ordre. D'habitude on décide avant et là on n'a pas décidé. Est-ce qu'on bouscule un petit peu les choses et je commence. Moi j'ai envie de te laisser commencer. Ouais. Ah, c'est sympa, tu vois, ça. On improvise et tout, c'est incroyable. C'est magique, c'est vraiment incroyable. D'autant plus qu'en parlant de vieillerie, je vais vous parler de vieillerie aujourd'hui, moi. Hein, et je suis sûr que même l'auteur dont je vais vous parler, à part les plus érudits, toi t'es peut-être un petit peu jeune, mais ça va pas vous parler. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de Jean Ray, ou Jean Ray, comme vous voulez, mais bon... c'est Jean Ray pour la plupart des gens. J'essaye de faire un jeu de mots avec son nom, mais c'est pas simple. Hein. Voilà, t'inquiète pas, ça va arriver. Pas avec son nom, mais je sais que t'aimes bien les images que j'arrive à faire de temps en temps, et puis là j'en ai une bonne aujourd'hui. Super. Donc comme je vous le disais, je vais vous parler de Jean Ray, donc beaucoup, et de son Malpertuis, mais un peu, parce que c'est un bouquin qui a été extrêmement difficile à chroniquer, et qu'il est, d'ailleurs, ça s'est vu sur les chroniques que j'ai pu aller essayer de lire sur le net, c'est-à-dire que personne n'ose vraiment dire de quoi ça parle. Il y a un véritable mystère autour de ce bouquin, parce que le plaisir est tellement énorme en fait à découvrir le pourquoi du comment qu'il vaut mieux se taire, mais on a quand même envie d'en parler, tu vois, c'est assez paradoxal. Mais avant de parler du bouquin, il faut quand même que je parle de l'auteur, parce que c'est vraiment un mec, il est assez impressionnant. J'avoue que quand j'ai lu sa bio... je me suis dit, ce mec-là, il faut que j'en parle. Donc en gros, je vais essayer de faire court, parce que c'est le genre de mec, on dirait qu'il a eu 5 ans de vie. Je dirais même limite qu'il en a eu 50, mais bon. Donc, Jean Ray est né en 1887, donc tu vois, je t'avais dit que c'était vieux, le 8 juillet même, à Gand, dans une ville belge néerlandophone. C'est un mot super dur à dire d'ailleurs. Je le savais pas, mais... C'est une très belle ville d'ailleurs. Figure-toi que j'y ai mis les pieds. Donc je vais pas faire la biographie entière, je vais essayer d'attaquer directement par ses activités, mais en gros en 1910, il rentre dans l'administration communale de Gand. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 1 an avant,
d'entrer dans l'administration, il a commencé à composer des chants en français, donc dans différentes revues théâtrales flamandes, et à partir de 1910, des paroles de chansons. Donc en 1912, il se marie avec une artiste de music hall, donc on voit déjà que le monsieur, il commence à baigner un petit peu dans tout ce qui est artistique, en fait. Et en 1913, il y a leur fille unique qui naît. Donc maintenant, la partie qui nous intéresse vraiment, puisque en 1919, il publie ses 2 premières nouvelles fantastiques, qui s'appellent La Vengeance et Le Gardien du Cimetière. Et à partir de ce moment-là, il va vivre de ça. Donc ce qui est important de dire avec ce monsieur, très méconnu d'ailleurs, c'est qu'il a souvent, et à juste titre d'ailleurs, été comparé à Lovecraft. Je suis sûr que la plupart des personnes qui disent Lovecraft n'ont jamais entendu parler de ce monsieur. Mais voilà, il faut le savoir, et je confirmerai tout à l'heure avec ma chronique. Donc en 1925, il va sortir son premier recueil de nouvelles qui s'appelle Les Contes du Whisky, qui est donc un de ses meilleurs bouquins. Il faut savoir qu'il a écrit beaucoup de nouvelles, ce monsieur. Ah bah c'est assez drôle parce que parmi les livres présélectionnés pour les aventuriales, il y a un ouvrage qui est intitulé Les autres contes du whisky. Et ben d'accord, ok. Oh là là, les liens qu'on arrive à faire. C'est ouf, mais tout est lié, tout est lié. Il y a des films qui parlent de ça. Hein. Donc c'est des nouvelles qui sont publiées entre 1920 et 1923 dans un journal pour lequel il bossait. Et donc un truc qu'il a dirigé. Hein. Donc après il les a mis en livre. Mais c'est là que les emmerdes vont commencer un petit peu pour lui, parce qu'il va être arrêté et inculpé pour fraude le 8 mars 1926. Donc il va être condamné à 6 ans et 6 mois de prison, mais au final il va être relâché en 1929. En gros il aura fait je crois, un tout petit peu moins d'1 an. Donc après ça il va continuer à publier dans diverses revues, et il va le sortir La Croisière des Ombres en 1931. Et même si c'est un échec commercial, il va continuer d'écrire en collaborant avec divers partenaires. Voilà. Il faut savoir que c'est un monsieur qui a beaucoup écrit pour la jeunesse. Un nombre impressionnant de trucs. Et là, le fait qui m'a juste fait halluciner, qui m'a fait dire que c'était un grand monsieur, mais alors culotté de ouf, c'est qu'en 1932, donc il est traducteur d'une série de romans qui s'intitule Harry Dixon, et qui va traduire en français. En fait, il va le traduire du flamand en allemand et de l'allemand en français. Mais ce bon monsieur Ray, il se rend compte au final que les aventures de Harry Dixon, qui est une sorte de comment dire, de détective privé, en fait, eh ben il va se rendre compte que ces aventures sont un peu emmerdantes, si je puis dire. Et donc en gros il se fait chier à les traduire. Et donc après l'accord de son éditeur, il va carrément être autorisé à réécrire les textes, à condition qu'il respecte donc le titre et le dessin de la couverture. Non mais, le toupet du mec quoi, tu vois. Donc en tout, c'est 103 histoires sur les 178 qu'il va réécrire. Ah ouais. Et ouais, non mais c'est pas, il en a pas fait 2-3, hein. C'est-à-dire que bah il a carrément fait plus de la moitié des machins. Et pour en avoir lu quelques-unes, et honnêtement ça se tient. Donc j'aurais bien voulu voir les œuvres originales pour voir la comparaison. Mais enfin, je trouve ça juste hallucinant. Et d'ailleurs sur mes notes entre parenthèses j'ai marqué LOL juste après ça. En 1942 il sort Le Grand Nocturne. En 1943 Les Cercles de l'Épouvante et Les Derniers Contes de Canterbury en 1944, qui sont encore une fois des recueils de nouvelles. Et après il va sortir 2 romans coup sur coup, Malpertuis en 1943 et La Cité de l'Indicible Peur en 1943 aussi. Après la guerre, il a continué à écrire. Il va reprendre son poste de polygraphe où il va encore collaborer et encore continuer à écrire pour la jeunesse. Donc le mec, limite, fait ça toute sa vie en fait. En 1961, il publie chez Marabout le recueil Les 25 meilleures histoires noires et fantomatiques. Encore des nouvelles. Et ça suivra chez le même éditeur Le Carrousel des Maléfices en 1964 et Les Contes noirs du Golfe, pareil en 1964. Il faut savoir que tout ça là, c'est des romans qui sont quand même assez connus quand on connaît le monsieur. Et pour avoir lu quelques trucs aussi, c'est du très bon. Ce qui est assez... normalement il y a toujours des trucs un peu inégaux, mais là concrètement ça le fait. Et il meurt le 17 septembre 1964.
donc mort de ce personnage, parce que ce qui est marrant, c'est que bon, ça, les biographes, ils sont pas spécialement d'accord avec tout ça, mais il aurait répandu une rumeur comme quoi il se serait engagé comme marin et qu'il aurait fait le tour du monde et qu'il aurait participé à la contrebande d'alcool dans la prohibition aux États-Unis. Non mais voilà. Donc bon, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est pas vrai. Lui, il aimait entretenir ce mystère-là. Et pour conclure avec cette vie d'écriture, en fait, on lui attribue 9300 contes et nouvelles, sans compter les reportages et les chroniques. Ah ouais. C'est juste un nombre... c'est vraiment hallucinant. Donc ça avait l'air d'être un sacré personnage, celui-ci. Et je vais vous parler d'un de ses romans, du coup, qui est Malpertuis. Donc je précise qu'il y a eu une adaptation ciné dans les années 60. Ça, je l'ai pas noté dans mes notes, mais c'était Catherine Deneuve qui était dedans. Enfin bon, un truc complètement halluciné, parce que c'est vrai que pour arriver à faire coller le roman à l'écran, concrètement, c'est assez compliqué. Donc comme je vous le disais, la chronique a été assez compliquée, et je me suis longtemps demandé si j'allais la faire ou pas, mais étant donné que ça a été l'un des meilleurs trucs que j'ai pu lire, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse quand même, au moins pour en parler, même si je rentrais pas dans le détail. Parce que bon, c'est vraiment compliqué de parler de l'intrigue sans trop en parler. Et sans en dévoiler les grosses ficelles. Donc du coup, vu que c'est surtout un livre d'atmosphère, comme Lovecraft en fait au final, hein, et qu'il y a beaucoup de mystères, je vais essayer de jouer là-dessus. Pour faire simple, l'énigmatique Quentin Moretus Cassave se meurt. Voilà, en train de calancher. Et sur son lit de mort, il convoque les membres de sa famille à qui il va exposer les termes de son testament, qui sont pour le moins étranges forcément. Pour que son l'héritier hérite de tout le patrimoine, il faut que toutes les personnes qui sont convoquées viennent vivre à Malpertuis. C'est une maison qui filerait la chair de poule à n'importe quel chasseur de fantômes, mais voilà, c'est ça, c'est l'unique condition. Et c'est seulement la dernière personne présente qui pourra hériter de ses biens. Et si jamais il reste un homme et une femme, ils devront se marier et hériter du bien. Ça sent pas l'arnaque du tout. Donc, mais pas du tout. Pas du tout. Rien que dans le pitch déjà, c'est vrai que ça sent mauvais. Donc moi j'avoue que c'est cette histoire de maison hantée qui m'a poussé à acheter le bouquin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un trouillard, hein, que j'aime bien me faire peur. Et malgré les recommandations de ma chère et tante qui m'avait prévenu gentiment en me disant je te préviens, si t'arrives pas à dormir, tu iras sur le canapé, j'ai décidé de le prendre quand même. Est-ce que t'as dormi sur le canapé? Je me suis dit j'ai pas dormi sur le canapé. Non. Oui, c'est ça. Mais non. Donc il y a plusieurs choses qui sont ressorties après la fin de ce Malpertuis, et qui fut sûrement l'une des plus grosses surprises que j'ai pu lire, et l'une des meilleures choses, parce que concrètement c'est vraiment prenant. Et la première, comme je le disais au début de ma chronique, c'est la comparaison avec Lovecraft. C'est vraiment pas volé. Donc je sais que t'aimes bien mes petites images, Cookie, et je sais que je vais t'aider à trouver un petit titre pour le podcast. Mais je dirais que Malpertuis, c'est un peu comme la première fois que tu vas dans un bar louche en Thaïlande. Bon, je savais que tu rigoleras à ce passage, mais là c'est vrai, parce que c'est-à-dire que quand t'es tranquillement assis à siroter ta bière et que tu vois la nana s'approcher, et que tu connais pas trop le truc et que tu sais pas trop comment ça se passe, tu trouves ça louche, tu sais que y a un truc qui dort sur la jupette, sous la jupette de la madame, tu vois, ou du monsieur d'ailleurs, on sait pas trop. Et tu sais pas ce que c'est, mais tu sais que ça va être énorme. Et là c'est pareil. Donc en fait... cette image. Je sais pas, on aussi donc, entre le raciste et le mauvais goût, mais... donc je tiens à m'excuser quand même auprès du public adulte, et j'encourage surtout pas le plus jeune public à aller chercher des renseignements là-dessus. Mais pour reprendre plus sérieusement, on a affaire à un truc très épais, vraiment au niveau de l'atmosphère. On sait pas du tout où c'est qu'on met les pieds.
déjà, ce vieux là qui est en train de calancher et qui annonce ses conditions, tu te dis, voilà, il y a toute une multitude de personnages, tous différents, parce que t'en as qui viennent, qui sont en famille, t'en as c'est des sœurs, il y en a, voilà, il y a le neveu et la nièce du coup de la personne qui est en train de mourir, et ce personnage, eh ben, t'en sais pas plus au départ. C'est vraiment pas du tout qui c'est. Donc, l'histoire se déroule, voilà, les événements aussi, et chaque personne devient suspect, puisque forcément, il y a des morts qui interviennent dans l'histoire, hein. Ça se passe pas aussi gentiment qu'on pourrait espérer, c'est pas juste une histoire de fantôme, enfin. Donc, inutile de préciser que ces morts sont forcément louches, hein. Ça, c'est parfois même atroces. Et on baigne concrètement au niveau atmosphère entre de l'Agatha Christie pour l'intrigue et Lovecraft pour le mystère, hein, encore une fois, et le Cluedo pour le côté huis clos. Parce que c'est vrai que la première partie du roman, se passe dans Malpertuis. Donc au final, on est vraiment loin de l'ambiance maison hantée promis par le pitch, parce qu'on sait concrètement que ces morts, sans dire qu'elles sont naturelles, qu'elles sont peut-être commises par des personnes de la maison. Donc on est dans une aura de mystère, et l'auteur joue avec des ficelles bien connues de l'épouvante, mais malgré ça, la sauce a du mal à prendre. Je pense que c'est en grande partie dû à l'écriture, en fait, qui commence à dater. Ça serait, s'il y avait un point négatif sur ce bouquin, ce serait ça. Mais bon, on peut pas trop lui en vouloir. C'est pas... Le pauvre, il est pour... Il a pas réécrit celui-là. Franchement... Non, vraiment. Il a pas fait l'effort, non. Donc la première partie... elle introduit donc ces personnages, qui sont nombreux, et voilà, hein, que ça distille le mystère basé sur des morts suspectes dans la maison, comme je le disais plus haut. Et c'est, en gros, un huis clos fantastique, anxiogène, qui nous propose, et pas finalement un roman d'horreur comme on aurait pu l'imaginer. Et puis arrive la seconde partie. Et c'est là où mon dilemme de spoil a commencé à se poser, en fait. Parce que bon, parler de la première partie sans en dévoiler trop encore, ça va. Mais la deuxième partie, on arrive dans quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment halluciné. Et c'est là où toute l'intrigue, en fait, elle va prendre de l'ampleur. Bon, après, je pense que le lecteur commence à comprendre un petit peu ce qui se passe, parce que malgré tout, genre, laisse des indices, peut-être un peu trop gros à mon goût, parce que ces ficelles... Même si elles sont bonnes et un peu datées, elles nous mettent pas spécialement sur la voie qui va amener au déroulement de l'intrigue, mais par contre, ces citations et tout ça, si. C'est ce qui est dommage. Donc il essaye de nous détourner notre attention tout au long de la première partie. Et bon, on arrive quand même à être un petit peu sur la piste. Donc sur la deuxième, il nous sort un petit peu de la maison... Et on peut respirer un petit peu du coup, parce que bon, bah là, c'est plus l'ambiance oppressante, malgré que ce soit complètement barré. Et dans les premières pages, il nous fait part d'une scène complètement à l'ouest, hein, on peut le dire, qui ça aussi entre la rêve, le mirage, enfin, on sait pas. Et le tournant opéré, ben, ça le fait. Et il fallait qu'il le fasse, parce que je sais pas si vraiment on aurait tenu même si le roman est très court sur la durée, sur la maison et les choses qui s'y passent. Donc, comme je le disais, je peux que parler de cette deuxième partie à demi-mot, parce que je voudrais surtout pas gâcher la surprise. Mais quoi qu'il en soit, moi, c'est personnellement, hein, après... ça engage que moi ce que je vais dire, mais ça a sans doute été l'un des trucs les plus puissants que j'ai pu lire, et pourtant on m'avait dit lis ça, tu verras, mais le mot puissance pour moi il avait pas vraiment de signification pour un bouquin, c'est quelque chose que je ressens beaucoup pour de la musique, mais pas pour des bouquins. Et là pourtant, c'est un truc qui se termine dans les éclairs, la foudre, le vent, et tout ça, et là pour le coup, ça m'a foutu une sacrée claque.
Alors encore une fois, même si je peux pas parler trop de l'histoire, je peux quand même parler un petit peu de la structure narrative qui est assez spéciale, parce qu'il n'y a pas moins de 5 narrateurs pour cette histoire. Ce qui est énorme. Donc encore une fois, avec ce mode de narration, on oscille entre le passé et le présent, et ce qui se passe à Malpertuis, mais ça a encore à vocation de perdre le lecteur un peu plus dans ses méandres de texte et dans tous ces mystères en fait. Donc j'en reste quand même un sacré coquin, parce que son but vraiment c'est de nous détourner complètement de l'histoire. Et bon, moi je vous avoue que je me suis fait un peu avoir comme une bleusaille, mais c'était quand même sacrément fumé à l'époque, pardon. Et donc il reste malgré tout quelques zones d'ombre à la fin du bouquin, parce qu'il faut savoir c'est que il a été obligé, enfin non, il n'a pas été obligé, il a détruit des morceaux de son texte pour s'adapter en fait à la publication de l'époque, et qu'il y a des grosses parties concernant un des 2 personnages principaux qui ont été littéralement détruites, parce que détruites, je crois il a dû les brûler ou machin comme ça, et il a beaucoup regretté d'ailleurs d'avoir fait ce geste, parce que ça nous aurait donné un roman encore plus dense, je pense, surtout au niveau des événements de la sœur du héros, qui elle part à un moment et on comprend pas trop pourquoi, donc ça constitue une zone d'ombre qui aurait pu être éclairée avec le reste du texte. Mais bon, on rate beaucoup de choses, mais au final ça suffit quand même pour pouvoir, ça entrave pas l'histoire, voilà. Donc je pense qu'une relecture s'impose, surtout au vu de la fin, et quand on comprend ce qui se passe vraiment dans cette maison, et les relations qui unissent les personnages, les images, les métaphores, et moi personnellement je suis sûr ne pas avoir compris la moitié ou les 3/4 des choses qui se jouent là, parce que il joue sur quelque chose, sur une ficelle de la culture aussi, qui est assez important. Donc voilà, il y a les images, comme je le disais, les métaphores, mais surtout beaucoup de culture à un certain niveau. Là aussi, je peux pas trop en dire. Donc moi, personnellement, je continue à faire mes recherches sur ce bouquin, parce que c'est le genre de bouquin qui obsède vraiment, même une fois que le bouquin est terminé, en vérité. Et ça m'arrive pas beaucoup, parce que je suis plutôt du genre à arriver à switcher entre 2 bouquins. C'est-à-dire que je peux fermer un bouquin, recommencer un autre 2 heures après. Mais celui-ci, concrètement, j'ai pas vraiment pu faire l'impasse, et même maintenant je continue à me renseigner sur les symboliques. Donc on a vraiment affaire à un livre qui est obsédant en fait, et sur lequel on n'arrive vraiment pas à faire l'impasse une fois que c'est terminé. Donc pour conclure, je dirais que c'est un livre qui est très court, mais qui demande un gros investissement pour arriver à cerner vraiment entièrement ce qui se passe dans cette maison. Et bon voilà, je peux que vous conseiller de vous lancer dans ce vieux roman, parce que comme je le disais en début de chronique, il est pas tout jeune, et du coup j'aimerais bien savoir, pour ceux qui le liront ou ceux qui l'ont déjà lu, leur avis tout simplement sur moi, ce qui a été peut-être l'un des meilleurs bouquins que j'ai pu lire, tout simplement. C'est bien, parce que je vais parler d'un des meilleurs bouquins que j'ai pu lire aussi. Ah, et qu'est-ce que c'est du coup ? Parce que je sais même pas, c'est vrai qu'on en a pas discuté. Alors moi je vais vous parler des Tombeaux d'Atuan d'Ursula Kroeber-Le Guin. Donc à partir de maintenant je vais l'appeler Ursula Le Guin, puisque Kroeber c'est son nom de jeune fille, comme on dit. Donc elle a été mariée à un Français, et à la base c'est une Américaine. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de cet auteur, qu'on met souvent au même niveau qu'un Tolkien ou un Lovecraft, pour une période plus contemporaine, souvent par les années 60-70. C'est une auteure sur laquelle il y a beaucoup de choses qui ont été dites, parce que, du fait de son importance. Moi, pour préparer l'émission, je me suis servi d'interviews, d'articles, et je vous conseille d'aller écouter un autre podcast, mais beaucoup plus gros que le nôtre, puisque c'est sur France Culture quand même. Ah ouais. Et le titre de l'émission en question, c'est la SF aux couleurs d'Ursula K. Le Guin. Donc il y a pas mal d'infos intéressantes sur qui était Ursula Le Guin, puisqu'elle est morte il y a pas si longtemps, en 2018. Ah ouais, en effet, c'est vraiment récent. Ouais. Alors qui était cette grande dame de la science-fiction et de la fantasy, et même plus globalement de la littérature en fait.
Donc c'est quelqu'un qui a été assez prolifique. Elle a écrit des romans de jeunesse, des essais, des poèmes, des nouvelles également. Mais elle est surtout connue à partir des années 60, sachant qu'elle est née en 1929. Donc vraiment, on va dire 30 ans après sa naissance, elle commence à avoir une reconnaissance par rapport à ses écrits, sachant que son premier texte publié, elle devait avoir 11 ans, je crois, quelque chose comme ça. Punaise. Et donc dans le domaine de la science-fiction et de la fantasy, là où elle est le plus connue en fait, elle a gagné pas mal de prix, 7 fois le prix Hugo, 6 fois le prix Nebula. En 2002, elle reçoit le titre de grand maître de la science-fiction. Et pour parler de récompenses françaises, elle a obtenu un grand prix de l'imaginaire. Donc voilà, elle se pose là, la dame, quand même. Ouais, juste ça, en fait. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'elle est si connue et pourquoi est-ce que elle a influencé une bonne partie de la SF et de la fantasy contemporaine. D'ailleurs, on considère que c'est peut-être l'une des influenceuses, des inspiratrices de ce qu'on appelle la fantasy de la science-fiction moderne. Alors, ça s'explique par son parcours, hein, tout simplement. Elle est la fille de 2 anthropologues spécialisés dans les cultures amérindiennes. Son père est d'ailleurs notamment connu pour être la première personne diplômée en anthropologie aux États-Unis, quand même. Et sa mère avait aussi une carrière littéraire, bien que moins connue que celle de sa fille, avait été quand même assez réputée à son époque. Son ouvrage sans doute le plus connu était Ishi in Two Worlds, pardon. Je sais pas si ça a été traduit. Et c'est un ouvrage qui retrace la vie d'Ishi, la dernière des Yaï, c'est une peuplade amérindienne. Voilà, donc ça retrace sa vie. Je crois qu'elle finit dans un musée à la fin, quelque chose comme ça. C'est pas forcément une histoire très joyeuse. Ça a pas l'air, ouais. Bon, on va revenir à Ursula Le Guin, qui est le sujet d'aujourd'hui. Donc, elle a suivi plusieurs parcours universitaires, 2 notamment, dans le domaine de la littérature et de l'ethnologie. Donc, pour ce dernier point, elle suivait un peu le parcours de ses parents, même si c'est pas tout à fait pareil. Mais elle évoluait déjà dans un milieu littéraire et qui s'intéressait au fonctionnement des sociétés humaines. Et ça a de l'importance, on met ça de côté. En 1966, elle remporte le prix Hugo et Nebula pour son roman La main gauche de la nuit, qui est un de ses romans les plus connus. C'est un roman de science-fiction qui parle de sexualité, notamment, enfin c'est surtout connu pour ça, parce qu'on suit une race d'extraterrestres qui vit pas du tout la sexualité comme les humains. En fait, ils vont porter un regard sur la sexualité humaine et les humains vont porter un regard sur leur sexualité. Ça oblige en fait en voyant par le regard de chaque bord, ça permet d'avoir de se questionner, de se poser des questions sur la place de la sexualité dans la société, sur comment nous-mêmes on le vit, qu'est-ce que ça peut signifier pour nous, etc. Enfin, il y a vraiment ce côté d'étude de la condition humaine. Donc qui vient sans doute en partie de l'héritage familial et de ses études en ethnologie. Elle remporte encore une fois le prix Hugo et Nebula en 74 pour un autre roman qui est assez connu aussi, qui s'intitule Les Dépossédés. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de celui-là. Alors je vais être très franc de cette dame, je connais le classique, hein. Les contes de terre-mère, mais après, non, c'est vrai que les romans dont tu me parles depuis tout à l'heure, je les connais pas. Bah, figure-toi que c'est un peu normal. D'accord, bon ça me rassure alors. Oui et non, tu verras. Ok. Donc comme je le disais un peu avant, son œuvre est marquée par son regard d'ethnologue, mais aussi par sa vision anarchiste et féministe. Même si elle ne s'est jamais réclamée d'un de ses courants précisément. Elle n'a pas dit je suis anarchiste ou je suis féministe. Ce qui se transpire de ses textes montre quand même une personne qui est complètement orientée vers ces courants sans être forcément dans le militantisme, bien que le fait d'écrire et d'être un auteur à succès, parce qu'elle a eu du succès, qui met en avant des idéologies et des manières de penser qui ne sont pas la pensée dominante, on est déjà sous une forme de militantisme. Alors sur cette question-là, par exemple sur le féminisme, elle a une réflexion qui est assez intéressante
quand elle réfléchit à son cheminement vis-à-vis de ses personnages principaux, par exemple, elle dit qu'il lui aura fallu quand même plusieurs années pour que, en tant qu'auteur, elle prenne la plume à la première personne du singulier au féminin. D'accord. Beaucoup de ces personnages sont des hommes et elle écrit à la première personne, pas toujours, mais ça arrive. Donc, pour un auteur, il n'y a rien non plus d'exceptionnel d'usurper le jeu qui n'est pas soi, puisque on se met à la place d'un narrateur qui peut être très différent de nous, mais enfin de soi-même. Mais en fait, d'elle-même, à un moment, elle s'est dit, tiens, c'est bizarre parce que je l'ai jamais écrit au féminin, alors que la logique, entre guillemets, enfin du moins ce qui pourrait être assez évident quand t'es un homme ou une femme, c'est d'écrire le jeu homme ou femme. Quand t'arrives comme ça devant la page blanche et que tu projettes ce qu'il y a dans ta tête. Après, là où je mets un bémol sur ce genre de réflexion, c'est que finalement, le personnage principal, il peut aussi s'imposer, peu importe sa condition et la ressemblance avec l'auteur. Enfin, je sais que personnellement, pour mes maigres essais dans l'écriture, c'est très rare que je parle de personnages qui me ressemblent, que ce soit par rapport au genre ou même à d'autres caractéristiques. Donc voilà, mais la réflexion, je trouvais intéressante qu'elle-même, elle se soit dit, tiens, c'est bizarre que j'ai pas encore, pendant très longtemps, je me suis pas orienté vers ce type de narrateur, tout simplement. Non, moi non plus, ça me choque pas plus que ça, ouais. Enfin, parce qu'une fois que t'as un personnage qui te vient à l'esprit, oui, comme tu dis, c'est pas un personnage qui est censé te ressembler tout le temps, en fait. Donc, il suffit que t'aies une idée en tête et que t'as un caractère de personnage qui colle à ce que tu veux écrire, alors qu'il est très loin de toi. Je pense que sa réflexion, elle est arrivée à un moment aussi où, dans la fantasy et la science-fiction, qui étaient et qui sont toujours relativement considérés comme de la littérature plutôt masculine. Mm-hmm. Je pense qu'il y avait très très peu de personnages principaux et de narrateurs féminins. Comme t'as un archétype de personnage ou des archétypes de personnages, elle se posait peut-être pas la question. Tu vois, elle disait tiens, j'ai besoin de tel type de personnage, hop, je vais utiliser ce poncif parce que c'est plus simple ou je sais pas quoi, et te dire je vais casser la norme, ça demande une réflexion en général. Ça vient pas tout seul. Donc je me demande si c'est pas lié à ça. Alors dans le monde de la littérature et de la littérature de l'imaginaire plus particulièrement, elle est reconnue pour sa capacité à créer des mondes très riches et crédibles qui lui permettent de développer des thèmes de la vie réelle, donc comme la sexualité, je parlais pour La main gauche de la nuit, mais pour d'autres textes, par exemple Les Dépossédés, ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, mais elle propose aussi une société assez différente de la nôtre, mais en même temps qui paraît tout à fait possible, tout simplement. Ces univers sont tournés vers la condition humaine plutôt que les grands récits héroïques, donc c'est en ça qu'on parle on va dire de littérature de l'imaginaire moderne, même si à l'époque littérature de l'imaginaire, comme on l'avait dit, ça n'a pas trop de sens. Enfin, c'était pas utilisé en tant que tel. En fait, ça fait une rupture, tout simplement. On prend Tolkien. Là, on est complètement dans les récits, dans l'épopée, l'épique, etc. Et elle va avoir une perspective, un point de vue qui est beaucoup plus à la taille humaine. Et on va beaucoup plus s'intéresser au développement des personnages dans leur psyché, ou même parfois juste dans du fait qu'ils grandissent. Pour écrire son œuvre, elle s'inspire de Darwin, le Charles Darwin, de Virginia Woolf, l'auteur d'une chambre à soi, donc auteur féministe pour le coup. Donc là aussi, puisqu'elle a ce type d'inspiration, quelque part c'était un peu logique qu'elle en vienne à faire évoluer son point de vue sur la littérature qu'elle écrivait. Ouais. Puisque, comme c'était dominé essentiellement par des auteurs masculins et des personnages masculins, ça a peut-être pu faire partie de ces écrivaines qui lui ont influencé à ce niveau-là. Elle parle aussi de Charles Dickens, et elle a entretenu une longue correspondance avec Philip K. Dick. Et là, pour le coup, j'avoue que je pense que d'un point de vue littéraire, ils sont pas trop influencés. Je sais pas trop, de ce que je connais de Philip K. Dick, je pense qu'il devait parler bouquin, mais je sais pas s'ils sont vraiment donné des pistes, ouais, parce que pour le coup, je vois pas de lien direct à part qu'ils évoluent dans les mêmes genres. Mais bon, c'est pas parce que tu parles à d'autres artistes que t'es obligé de t'inspirer, d'être influencé par leur travail, mais je trouve ça assez marrant, tu vois, comme ça, j'aurais pas dit
tiens, une correspondance existait entre ces deux-là. Contrairement à Lovecraft, Ashton et Howard par exemple, où là t'as des... Ou même Tolkien qui écrivait à l'auteur de Narnia, c'est... Ah, j'ai perdu son nom. Mais vas-y, continue ta chronique, je vais te trouver ça. Et ben voilà, il correspondait avec l'auteur de Narnia, enfin du cycle de Narnia. On va venir au roman que j'ai choisi, que je n'ai pas choisi au hasard, puisque en fait il s'agit du second tome du cycle de Terre-Mer. Donc c'est un cycle qui voit le jour en 1968. Et c'est Lewis? Ah mais oui, Lewis, putain, eh oui. Donc comme je le disais, le cycle de Terre-Mer voit le jour en 1968. Il faut attendre 77 pour une traduction française du premier tome, qui s'intitule Le sorcier de Terre-Mer, qui raconte l'histoire de l'apprenti sorcier Ged. Donc c'est un roman assez connu, sans parler même du cycle, juste Le sorcier de Terre-Mer. Si vous avez lu Lovecraft, Le Seigneur des Anneaux et Asimov, faut avoir lu Le sorcier de Terre-Mer. Hein. C'est bon bah. C'est le classique, c'est un classique parmi les classiques, quoi. Je prends note. En fait, quand tu le lis et que tu le remets dans l'évolution des littératures de l'imaginaire, tu te rends compte qu'il y a énormément de choses, enfin d'ouvrages modernes et contemporains qui tirent leur inspiration, enfin pas forcément l'inspiration, mais dis-moi qui prennent des éléments du sorcier de Terre-Mer. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Tu veux dire au niveau des codes et tout ça? C'est ça, ouais. D'accord. Puis la perspective surtout. Là, on est vraiment au niveau d'un personnage et on va le suivre son évolution. D'accord, ok. Ce qui est pas du tout le cas, ni chez Tolkien, ni chez Lovecraft, Howard un petit peu, mais on reste sur des personnages qui, on est assez loin d'un quotidien et de réflexion sur la vie de tous les jours, etc. Tu vois, chez Howard, ah, ouais. On est quand même sur du guerrier qui va casser des dents, même si bon, des fois il y a des métaphores sur la société, etc. Ouais, mais bien sûr. Ouais. les personnages en eux-mêmes, ils ont pas une réflexion hyper complexe sur la vie. Ah non. En fait, le monde de Terre-Mer est plus ancien puisqu'il existe 2 nouvelles publiées en 64, le mot d'élément et la règle des noms, qui posent les bases de l'univers. En fait, ce sont 2 nouvelles qui vont structurer l'univers de Terre-Mer. Et ces règles-là vont être reprises notamment dans le sorcier de Terre-Mer, donc il est un peu développé. Et donc on voit quand même que c'est quelque chose, l'univers qu'elle développe, Ursula Le Guin, c'est quelque chose qui est réfléchi. Donc peut-être que de ce point de vue-là, elle est héritière de Tolkien, par exemple. Un 3e tome conclut la première trilogie, donc du cycle de Terre-Mer, puisque donc le dernier tome, c'est l'Ultime Rivage, qui est publié en 72. Mais ensuite, elle va revenir à ce cycle entre 2001 et 2016 pour plusieurs nouvelles et romans qui viennent enrichir et finir en fait l'histoire commencée fin des années 60. Enfin, milieu des années 60 plutôt pour les 2 nouvelles. Mais autant dire que vous pouvez vous arrêter à la première trilogie de mon point de vue, même si ce qu'elle a écrit après les années 2000, ça se tient, hein, c'est quand même... voilà, c'est pas n'importe qui, mais je trouve que ça a beaucoup perdu en force par rapport à ce qu'elle a écrit entre les années 60 et 70, période pendant laquelle, en fait, c'était impossible de pas avoir lu Ursula Le Guin. Pratiquement tout le monde avait lu au moins un ouvrage qu'elle avait écrit. Et au fur et à mesure, c'est passé un peu au second plan, notamment en France, où elle est restée assez longtemps confidentielle, alors que elle a plus de poids que d'autres auteurs plus connus, que ce soit dans ce genre-là, ou même en dehors de son genre-là. Hein, c'est quelqu'un qui est reconnu pour son travail littéraire, même en dehors du monde de l'imaginaire. Et j'ai l'impression qu'on l'a redécouvert au moment où elle a repris le stylo ou le clavier, donc dans les années 2000. Et tant mieux d'ailleurs, c'est important. Je sais qu'il y a quelques professeurs d'université qui ont d'ailleurs travaillé sur son œuvre et sur sa vie en général, parce que là on voit que c'est quand même assez intimement lié. C'est une auteure qui commence à être enseignée à l'université quand même. Pour vous donner un peu le niveau. Et petite question, je suis désolé, mais en gros, ça veut dire que toute son œuvre là, par rapport au cycle Terre-Mer, ça se déroule ça a été écrit sur une trentaine d'années, quoi. C'est ça, mais il y a eu une pause. En gros, elle a écrit entre 60 et 70, et entre 2001 et 2016, c'est assez épars, il me semble. D'accord, ok, bon.
Non, mais c'est mais c'est intéressant. conséquent en termes de texte, ça fait un truc. Bah ça a l'air, j'ai vu assez qu'il y avait une costaud, intégrale toute neuve là qui venait de sortir, Ouais. ça frise les 1500 minimum, hein, page 1, donc C'est ça. Bah moi je l'ai relu l'été dernier, je crois, ouais, l'intégrale. Lu en anglais, elle a une langue qui est très fluide, très simple, très sobre, d'accord. et qui fait que ce soit en français ou en anglais, c'est assez simple à lire sans être dénué de tout style. Moi j'aime beaucoup en fait sa manière d'écrire qui est très sobre. C'est malin. C'est tout ce que tu chroniques, de toute façon je vais finir par le bouquiner, donc... C'est le but, hein. En fait, on fait semblant de discuter pour d'autres personnes, mais au final, on se refile juste des livres. C'est un peu ça, ouais. Et on va attaquer, du coup, la chronique en tant que telle, quand même. Bon, je vais pas être très long, parce que de toute façon, c'est la première trilogie, les livres font 150 pages à peu près, 160 suivant l'édition. D'accord. Et Les Tombeaux d'Atuan, c'est un de mes livres préférés, toutes catégories et époques confondues. Là, pour vous dire, je l'ai relu dimanche dernier, et donc il y a une semaine, et je l'ai lu en une journée, quoi. J'ai bouffé le livre en une fois. Moi, j'ai dû le relire déjà une 40aine de fois, donc je pense que je pourrais même en citer des passages complets. Et c'est un livre qui est à la fois atypique dans la bibliographie d'Ursula Le Guin et dans la fantasy en général, parce que là pour le coup on est plutôt du côté fantasy, donc dans le cycle de Terre-Mère, puisque le premier roman nous raconte l'histoire d'un apprenti sorcier qui va arriver à un certain nombre de choses et qui va devenir le personnage légendaire qui va un peu sous-tendre tout le cycle de Terre-Mère jusqu'à la fin, qui est Ged, ou l'épervier, on l'appelle l'épervier souvent. Puisque dans ce monde-là, quand tu connais le vrai nom des choses et des gens, tu as du pouvoir sur eux. Ok. Donc tout le monde ne l'appelle pas Ged. Et du coup, le Tombeau d'Atuan va arriver juste après ce premier roman qui nous initie à l'univers et au personnage de Ged. Et d'un coup, on va changer de personnage. Là où dans le sorcier de Terre-Mère, on va se balader entre les îles qui constituent le monde d'Ursula Le Guin. Là, on va rester dans un endroit clos, une espèce d'endroit retiré dans un désert où il y a 3 temples, et on vit au milieu des esclaves, des prêtresses. On va changer de personnage principal et de narrateur. Enfin, on est sur un narrateur la 3e personne, donc au niveau de la narration, ça se modifie un peu, mais pas tant que ça. Mais en tout cas, le personnage principal, on va passer de Ged, qui à la fin du premier tome devient un personnage assez important. Là, on va se retrouver à suivre une petite fille qui se nomme Thénard, qui va devenir la prêtresse unique des dieux innommables, comme ils disent, qui sont des dieux ténébreux, et qui sont même pour la civilisation dans laquelle vit Thénard, ces dieux-là sont pratiquement oubliés. En fait, c'est l'unique prêtresse, c'est la seule à conserver la mémoire de ces dieux-là et à perpétuer leur tradition. D'ailleurs, elle est sélectionnée parce qu'elle est née le même jour que la mort de la précédente prêtresse, et ça veut dire qu'en fait c'est la réincarnation de l'ancienne prêtresse. Et tout ce jeu en fait entre croyance et réalité est un aspect très important de l'écriture d'Ursula Le Guin, plus particulièrement dans ce tome-là. On a vraiment ce jeu entre qu'est-ce qui fonde la croyance, puisqu'on parle de dieux oubliés, même du peuple qui est censé les révérer. C'est ça, en fait, comment est-ce que la croyance va influencer nos choix et nos manières de vivre, tout simplement, et créer des normes et des traditions qui vont peut-être boucher nos horizons parfois, parce qu'on va pas être capable de penser au-delà. Et ça parle de tout ça parce que en fait, Thénard, elle va donc dans un premier temps, on la voit évoluer et apprendre un peu les enjeux de son rôle d'unique prêtresse, qu'elle est dans un jeu un peu plus large que simplement s'occuper du temple et des dieux innommables, puisque dans la même enceinte, vous avez le temple des dieux jumeaux et le temple du roi dieu. Donc le roi dieu, c'est l'empereur Karg, qui est la civilisation dans lequel se passe le récit. En fait, ces 3 croyances, ces 3 dogmes essayent de
supplanter les autres. En fait, il y a eu les dieux innommables, puis les dieux jumeaux, puis le dieu roi, en fait. Donc on voit l'évolution des croyances dans un peuple. D'accord, ouais. Intéressant. Et ça, c'est très intéressant, ouais. Et c'est écrit, en fait, il y a pas de très longue description sur l'évolution géopolitique et religieuse des Karg, mais ça va vraiment être on va comprendre tout ça à travers les dialogues, à travers les comportements de chacun, les prises de position, les jeux de domination. Et je trouve que c'est ça qui rend très fort ce livre, c'est que ça parle de choses assez profondes, mais avec une écriture très simple, et avec des personnages qui sont pas au milieu d'intrigues très complexes. En fait, l'intrigue principale, je la dévoile pas trop, parce que sinon, en 150 pages, ouais, voilà, c'est rapide. Il y a rien de compliqué dans ce livre, vraiment rien. C'est très simple de le lire et de passer à autre chose. Mais en même temps, si on s'y attarde un peu, on voit que c'est extrêmement profond et que ça aborde des thèmes, à la fois très intimes, donc proches de l'individu, mais aussi des termes beaucoup plus universels, donc qui vont traiter de questions beaucoup plus larges sur, par exemple, le devoir par rapport à la liberté. Tu vois, c'est un truc assez classique, mais là c'est traité de manière assez douce, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce roman, c'est qu'il y a une sorte de douceur au milieu d'un monde très aride, parce qu'on est dans le désert, mais en plus l'austérité monastique fait que t'es dans une société très renfermée sur elle-même. Et ouais, je trouve ça assez incroyable à quel point ce livre il se lit tout simplement, et vous en ressortez avec plein de réflexions, plein d'idées, plein de questions. Bah voilà, pour moi c'est un indispensable à lire absolument. Et voilà, tu vois, je l'ai lu et je pense que je le relirai dans 2 mois, ce sera pareil, quoi. Voilà. J'espère que j'ai été à peu près cohérent. Et ouais, juste ça, quoi. Le mec il arrive avec un putain de bouquin et tout, moi j'arrive avec mon truc de maison hantée là, on va dire. Ouais, j'avais un peu peur parce que j'ai écrit un petit peu la présentation pour Ursula Le Guin, histoire de pas trop me perdre. Mais pour le livre lui-même, je me suis dit, vas-y, écris rien, laisse parler ton cœur, ça devrait aller. Laisse parler ton cœur. Ah, c'est beau l'amour. C'est magnifique. Non, en tout cas, pour ce qui est de ma part, je sais pas pour les auditeurs, mais oui, moi, ça me parle, en tout cas. Et j'espère que ça leur parlera aussi. Puis en plus, c'est 150 pages, donc franchement, ça se lit, voilà. Je dis, en une après-midi, c'est fait. Et au niveau du reste? Alors, le reste du cycle, tu veux dire? Ouais. Au niveau de l'écriture, pareil, ça reste dans cette lignée-là, quelque chose de très simple, très court, ou après, elle est partie sur des trucs si, plus développés. On est toujours sur des récits qui sont, comme tu parlais des contes de terre-mer, souvent c'est un terme qu'on utilise pour parler au moins de la première trilogie, mais c'est valable pour la suite aussi. Ouais. On est souvent sur des textes assez courts, très métaphoriques, à plusieurs niveaux, que ce soit dans le texte ou par rapport à notre société à nous et notre vie à nous. Mais c'est jamais, c'est jamais vraiment ça s'impose pas en fait. C'est en trame de fond, et tu captes des petites choses à droite à gauche, tu vas te poser des questions. L'histoire, on est vraiment sur du conte comme si quelqu'un te contait une suite d'événements, si tu veux. D'accord. Et tu suis les personnages et leur évolution un peu avec l'arc. C'est comme des chroniques au fait au final. Ouais, c'est ça. Avec l'arc classique, l'initiation. Puis on dépasse le stade d'initié et on comprend mieux le monde, et plus ça va, plus on gagne en sagesse et on voit le monde différemment, enfin tu vois. D'accord, ok. Et ouais, moi je vous conseille de lire la trilogie, si vous avez le temps, c'est parfait. J'aime moins le dernier, l'Ultime Rivage, mais il est quand même bien. Enfin ça vaut vraiment le coup après les tombeaux d'Atuan, parce qu'on repasse sur un autre registre. Et donc ça permet d'avoir quelque chose d'assez diversifié sur une trilogie finalement. D'accord. Bon, écoute, merci pour l'accro, ouais. Ça c'est vraiment cool. Et de rien. Et j'espère que les auditeurs te remercieront aussi. Bon, on sait pas, si ça se trouve ils vont détester, ils vont trouver ça complètement pourri. Ouais, non mais après je prends pas trop de risques. Et vu la référence, je pense que là je suis tranquille. Bon, je crois qu'il nous reste plus qu'à nous faire notre laïus habituel. Voilà, sauf qu'il y a un petit changement. Ah. Aujourd'hui, c'est qu'on est maintenant sur iTunes.
Ah oui, c'est vrai. La plateforme donc d'Apple, où les annales d'Opale sont enfin répertoriées après dur labeur quand même, parce que c'est compliqué, hein. Ils se laissent pas faire les petits, hein. Il faut un minimum de podcasts à publier, tout ça, et ils analysent minutieusement. Mais bon, ça y est, c'est fait. Et, C'est-à-dire qu'on fait du travail propre. Voilà, exactement. C'est surtout qu'on fait du travail en quantité, tu vois, suffisamment pour qu'iTunes nous dise c'est bon les gars, vous pouvez venir. Donc voilà, pour la suite des événements, on a un petit relooking aussi qui va arriver. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Même un gros relooking, que ce soit audio ou visuel, hein. Donc pas mal de changements à venir, je pense, d'ici décembre. Et puis bah voilà, des épisodes hors série aussi qui devraient arriver, et plein de nouveaux contenus, ça va être cool. Voilà, là on a fait notre rentrée, on commence à mettre les choses en place, et on espère que ça va aller vers quelque chose de plus qualitatif à chaque fois. C'est ça, exactement. Donc en attendant, on se retrouve dans 2 semaines. C'est ça, donc aux mêmes endroits que d'habitude, hein, Spotify, Deezer, SoundCloud, iTunes maintenant du coup, et YouTube. Voilà, et YouTube, le petit Facebook, faut surtout pas hésiter à venir à faire un petit coucou. Et puis bah voilà, je crois qu'on a fait le tour, et sur toutes les plateformes de streaming en fait, hein. Oui, concrètement, ouais. On cite les plus connus, mais... Voilà, exactement. Donc il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Et puis à dans 2 semaines, voilà. du coup. C'est cela. À bientôt. Salut.